Il n'est pas rare de voir des investisseurs justifier de leur investissement en bourse pour les décennies à venir sur la base de statistiques et du fait que la bourse monte à long terme sur des statistiques donc basées sur les 100 dernières années. La bourse en effet monte avec plus de 9% en moyenne par an. Mais si vous regardez les performances annuelles et vous passez en revue d'année en année, vous êtes très loin de ces 9%. Vous êtes parfois très au-dessus, parfois très en dessous. Bref, c'est très volatile. Donc on est bien sur une moyenne. Et cette moyenne, si vous voulez, elle cache finalement le mensonge qui est de dire il est facile de faire 9% par an en bourse. Non, c'est loin d'être facile. Chaque année peut être bien différente et donc avec une performance bien écartée de cette performance moyenne de 9%. Mais pour autant, on vient donc de 100 années où on a eu une exponentielle au niveau de la croissance démographique, une exponentielle au niveau de la technique, de la productivité. Est-ce que si on se projette sur les 100 prochaines années, on peut continuer ces mouvements d'exponentielle? Oui, la population va continuer de croître, mais à partir de 2050, on le sait, elle va commencer à décliner. La croissance de la population maintenant se fait essentiellement sur les pays asiatiques ou d'Amérique latine. Il y aura des grosses questions stratégiques sur l'immigration, la stratégie que les pays vieux, entre guillemets, voudront appliquer. Et puis, toujours donc besoin de plus de ressources, plus de matières premières, plus d'énergie. Ça, on en aura encore besoin. C'est-à-dire que le monde de demain, globalement, sera très proche du monde d'hier, mais petit à petit, on est sur des changements structurels qui se mettent en place. Mais ça peut, à l'échelle d'une vie d'un investisseur, durer bien plus longtemps que ce qu'il est intéressant d'investir déjà sur ce qu'on pense que l'avenir sera dans 10, 20, 30, 40 ans. Il faut éviter justement de jouer un petit peu trop aux devinettes. Mais pour autant, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire, c'est de penser que nécessairement les 10, 15, 20, 30 prochaines années en bourse seront exactement comme les 100 dernières. Et la grosse problématique que l'on a, c'est que on pense à ces 100 dernières années en pensant uniquement 9% de hausse en moyenne. Or, si vous prenez année après année, décennie après décennie, on va dire quart de siècle après quart de siècle, grande période, on va dire, des grands mouvements économiques, que ce soit des mouvements de récession, des mouvements d'expansion, vous vous rendez compte en fait que c'est très difficile et c'est une erreur que de résumer la bourse à ça monte à long terme de 9% en moyenne par an. On est sur des choses, quand on va dire, découper l'éléphant en morceaux, sur des choses qui sont très différentes et qui donc doivent surtout vous faire dire il faut que je fasse attention d'avoir cette idée que la bourse nécessairement monte à long terme et donc je n'ai qu'à attendre, voire à acheter toutes les baisses pour en profiter et donc faire du DCA, utiliser tout un tas de martingales. Parce que si vous regardez, la majorité des statistiques qui vous expliquent que vous devez faire du DCA, de la martingale et un paquet de différentes stratégies qui fonctionnent, elles fonctionnent surtout sur la base de statistiques qui sont basées sur les marchés américains et surtout sur les statistiques qui sont basées depuis les années 1980. Or, ce que l'on va voir ensemble, c'est que essentiellement toutes ces stratégies-là fonctionnent depuis 1980 et ne fonctionnait pas du tout pendant 80 ans des 100 ou 120 dernières années que l'on va prendre pour étudier notre précepte. Donc ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est de comprendre que toutes les stratégies fonctionnent à un moment donné, mais toutes les stratégies ne fonctionnent pas tout le temps. Si en effet on se projette à très long terme, on va connaître des périodes qui vont nous permettre d'avoir de la surperformance grâce à nos stratégies, mais on connaîtra aussi de la sous-performance. Et à l'échelle d'une vie, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir de la sous-performance sur votre stratégie pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et surtout, on n'en sait strictement rien pendant combien de temps vous allez sous-performer avec cette approche-là. Ce qu'on oublie de dire, si vous voulez, quand on parle de la bourse monte à long terme, c'est qu'on oublie de dire que il y a parfois des périodes où elle ne fait rien, où elle baisse, si on prend en compte l'inflation, pendant 10 ans. Et 10 ans, c'est long dans la vie d'un investisseur, suivant où vous vous situez. À 20 ans, ça vous impactera moins que si vous en avez 60. Donc ça, c'est des choses qui sont bien à prendre en compte, si vous voulez, parce que dès qu'on parle bourse, dès qu'on parle statistique, dès qu'on parle investissement, stratégie d'investissement, la vraie réponse, en fait, c'est ça dépend. Donc on va regarder une étude de Artemis qui a été publiée il y a plusieurs années et que j'ai toujours repoussée dans ma publication, mais que je trouve très intéressante. Alors malheureusement, les données sont arrêtées à 2019, et ça serait pas mal qu'elles soient poussées à 2022, mais bon, on va voir, ça ne change pas grand-chose à la conclusion et à l'interprétation que l'on peut en faire. Le premier graphique que je vais vous montrer, c'est justement qu'est-ce que rapporte $1 investi sur une stratégie en mode DCA où j'achète
toutes les baisses. J'achète les baisses en permanence. Alors il faudrait rentrer dans le détail évidemment pour pouvoir savoir à partir qu'est-ce que j'achète comme baisse, 5% de baisse, 10% de baisse, 15% de baisse. Bien entendu, on peut améliorer un petit peu ces chiffres et donc faire en sorte que la stratégie est plus intéressante que moins intéressante. Mais ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que ce que l'on constate ici, vous voyez que vous avez en gros les 100 dernières années qui sont découpées en 5 grandes périodes. Et donc, ce que l'on voit surtout, c'est que cette stratégie-là, clairement de DCA où j'achète les baisses parce que ça finit toujours par remonter. D'une part, c'est surtout vrai sur les États-Unis. Si vous regardez le Japon, si vous regardez l'Espagne, si vous regardez un paquet de pays comme ça qui se sont pris la crise des subprimes et compagnie, ils ne sont même pas revenus à leur niveau d'avant, ou ils reviennent à peine, ou pour le Japon, on a mis 30 ans à revenir sur les mêmes niveaux. Donc dire que la bourse monte à long terme et que même si on achète au top d'un marché, c'est se leurrer et se baser uniquement sur des statistiques américaines et donc avoir un biais du survivant, c'est-à-dire on se focalise sur un marché sur lequel c'est arrivé et on oublie tous les autres marchés sur lesquels ce n'est pas arrivé. Bien entendu, vous allez me répondre que c'est le marché américain, que c'est l'économie américaine et que forcément aujourd'hui ça pèse 60% de la capitalisation. Mais ce n'était pas vrai au début du siècle. L'hégémonie, si vous voulez, des États-Unis a gagné au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui être en surconcentration dans les portefeuilles des différents investisseurs. Ce qui, on va le voir, réduit la liquidité, réduit la contrepartie et éventuellement accélérera la volatilité future. Ce qui, on va le voir dans la stratégie d'Artemis, peut être aussi une possibilité de protéger un portefeuille pendant des périodes. Donc je reviens ici et ce que l'on voit, si vous voulez, c'est que si vous aviez investi $1 à chaque début de période, alors après, évidemment, on peut toujours étoquer, ok, est-ce qu'on fait commencer la période cette année-là ou l'année d'après? Ça peut changer beaucoup les statistiques. Mais l'idée, c'est d'avoir une idée générale, de bien se dire, acheter en fait les baisses, ça fonctionnait super bien sur les 2 cycles précédents. En gros, depuis que les taux baissent, donc que les taux sont historiquement bas. Ça fonctionnait très bien et ça a surtout fonctionné donc entre les années 1980 et 2000 et 2006-2007 avant les subprimes et puis ça fonctionne également très bien actuellement. Mais pour autant, si vous regardez de 1930 à peu près jusqu'à 1980, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnait absolument pas d'acheter les baisses, vous vous retrouvez à avoir de la contre-performance parce que le marché baissait toujours un petit peu plus. Et puis aussi, il faut intégrer l'inflation, c'est-à-dire que même quand ça ne fonctionnait pas suffisamment pour vous donner une performance supérieure à l'inflation, donc vous aviez une dégradation de votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un premier élément, si vous voulez. Donc si on se projette, aujourd'hui, quand vous lisez des livres, quand vous lisez des grands investisseurs, la majorité de ces grands investisseurs ont fait leur richesse et leur principe, si vous voulez, de comment je gagne en bourse, et je vous explique comment j'ai gagné en bourse, pendant les années 80-90. Or, ce que l'on se rend compte, c'est que c'est la période la plus exceptionnelle sur les 100 dernières années. Il faut bien entendu ne pas du tout enlever leurs compétences. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, même avec des marchés exceptionnels. Mais ce qu'il faut bien intégrer, si vous voulez, et beaucoup d'investisseurs ont cette humilité-là, de bien répondre, si vous voulez, que ce n'est pas finalement l'homme qui fait la période boursière, c'est la période boursière qui fait l'homme, et donc il faut accepter, si vous voulez, qu'il faut avoir des compétences, il faut savoir ce que l'on fait, mais après, le marché peut vous donner des profits exceptionnels et il faut savoir en profiter. Mais il y aura d'autres périodes où c'est moins exceptionnel. Et on voit des investisseurs comme Warren Buffett, etc. Le gros finalement de leur performance est fait pendant les années 80-90 jusqu'à 2000. George Soros, c'est pareil, etc. Bref. Donc ce qu'il faut bien intégrer, si vous voulez, c'est quand vous lisez tous ces livres, tous ces préceptes, tous ces conseils qui vous expliquent ce qu'il faut faire, comment il faut investir, quelle est la meilleure stratégie, il faut faire attention que vous ne soyez pas biaisé dans un biais du survivant, justement, avoir en fait une stratégie qui a super bien fonctionné pendant un temps défini, mais ça ne nous dit absolument pas que cette stratégie-là va continuer à fonctionner la prochaine décennie. Potentiellement, on revient à une décennie post-1929, par exemple, où ces stratégies-là ne fonctionnaient plus du tout, et potentiellement pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc vous voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut se détacher un petit peu de tous ces carcans-là. Oui, c'est bien d'apprendre, de voir ce qui fonctionne, etc., mais bien de comprendre que toutes les stratégies ne fonctionnent pas tout le temps. Donc ça, c'est le premier graphique. Le deuxième graphique, c'est qu'on va voir si j'investis donc chacune de ces grandes 5 périodes-là, si j'investis $1, combien le marché boursier me rapporte. Et ce que vous voyez, c'est que en gros,
la plus faste période, donc c'est les années 80-90 jusqu'à 2000. Et puis après, on a une très bonne année, on a la crise des subprimes si vous voulez. Et la crise des subprimes, ça monte crescendo et lentement. Et à partir de 2015-2016, on part dans les exponentielles. Et c'est repoussé évidemment par le Covid. Mais ce que l'on voit, c'est que surtout, dans les années 80, en fait, on a eu surtout une expansion des marchés boursiers grâce à tous les boomers qui sont rentrés sur le marché du travail, donc à une inflation qui était saine, donc à une hausse de la consommation. Bref, on a eu vraiment quelque chose, hausse de la productivité, hausse du retail, etc. Toutes les planètes étaient alignées. Pour compenser post-crise des subprimes cet aspect-là, on s'est endetté. On fait ce que fait la Chine aussi, c'est en fait on achète de la croissance en s'endettant. Mais à un moment donné, si vous voulez, même si moi je suis un éternel croyant de la créativité humaine et qu'on peut pousser le bouchon plus loin que ce que l'on croit, et quand on regarde l'Empire romain, on voit très bien que les dévaluations ont commencé sous Néron à partir des années 60, et il a fallu attendre plus de 3 siècles, voire 4 siècles, pour vraiment que ces dévaluations des monnaies soient à un point, si vous voulez, où il n'y a plus du tout confiance dans la monnaie, les mercenaires veulent se faire payer en or, et en gros, petit à petit, oui, les barbares finissent un petit peu par mettre par terre le royaume, bien que on pousse sur l'Empire byzantin, etc. C'est pas vraiment la fin de l'Empire romain, mais globalement, je ne suis pas historien, mais globalement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous voyez que ce phénomène de dévaluation jusqu'à perte de la confiance du peuple dans la monnaie, ça peut durer très longtemps, bien plus longtemps que ce que nous, on peut parier et gâcher, si vous voulez, une vie d'investisseur là-dessus. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez des périodes fastes comme ça, et il y a des périodes qui sont moins fastes. Oui, la bourse monte à long terme, mais voilà, il y a des périodes entre 1980 et 2007 qui sont exceptionnelles. La période entre 2008 et 2023 est également quelque chose d'exceptionnel, mais moins que les années 80-90. Et puis, globalement, toutes les périodes ont été très bonnes. Mais il y a des périodes qui ont été beaucoup moins bonnes. Vous avez la période de stagflation dans les années 70 où il ne s'est quasiment rien passé, et si vous retirez l'inflation, vous n'avez pas une performance exceptionnelle sur les marchés boursiers. Il faut également, dans les années, si vous prenez la crise de 1929 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez également un marché boursier qui n'est pas intéressant. Alors après, quand vous rentrez dans le détail, il ne faut pas omettre que ça, ce sont des indices boursiers qui vous envoient une illusion, c'est-à-dire que vous avez, pendant les années 70, justement de 75 à 80, une contre-performance des indices boursiers, mais si vous allez regarder dans le détail, vous avez une surperformance des petites capitalisations qui ont été beaucoup plus agiles dans leur capacité à pouvoir s'adapter à l'inflation et en profiter dans leur hausse de prix et leur captation de parts de marché. Et à partir de ce moment-là, vous avez un marché boursier de grosse capitalisation qui n'a rien fait de 1975 à 1980 et qui s'est fait bouffer par l'inflation, mais pour autant, il y avait x2, x2,5 à faire sur les petites capes. Et évidemment, quand vous rentrez encore plus dans le détail des secteurs d'activité ou des actions individuelles, même dans des marchés qui sont compliqués, il y a toujours quelque chose qui monte. Mais ça vous oblige évidemment à avoir une connaissance, à passer du temps et à avoir une connaissance plus large un petit peu des entreprises. Mais donc là, l'étude, on est sur la tête de gondole au niveau des indices. Mais là, l'idée, c'est de se dire, oui, la bourse monte à long terme, mais il y a quand même des périodes, si vous voulez, où vous pouvez vous faire bouffer par l'inflation et faire non pas de la contre-performance, mais éventuellement pendant 10 ans, le marché fait du zigzag, donc c'est bien pour les traders, mais l'investisseur, lui, c'est zéro. Donc ça, il ne faut pas l'omettre également dans sa stratégie. Est-ce que je suis capable de pouvoir endurer éventuellement un marché qui va faire nulle part, qui va aller nulle part pendant 10 ans? Est-ce que je peux me contenter d'être passif et de continuer à pousser là-dessus et de continuer à faire mon DCA? C'est à chacun de répondre. Troisième point pour moi, c'est le déclin de la liquidité du marché. La liquidité du marché, c'est quoi? C'est le nombre d'actions qui sont disponibles. Donc c'est ça pour moi qui est important. Et c'est toujours une relation offre et demande. Imaginez donc un marché boursier comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, le S&P a explosé, mais en fait, si vous voulez, vous êtes retrouvé avec beaucoup de gens qui se sont mis à travailler, tout le monde redémarre, etc. Donc on a du surplus d'argent, à investir. Puis en gros, dans les années 70-80, surtout à partir des années 80, on s'est retrouvé avec des incentives, comme on dit en anglais, où on a poussé les gens avec de l'IRA, avec du 401k,
pour leur vieux jour à investir dans des fonds de pension, dans des actions, etc. Et on s'est retrouvé dans un marché, si vous voulez, où vous aviez très peu de titres publics. La plupart des titres étaient encore privés, et donc on n'avait pas exceptionnellement énormément de titres en bourse aussi, et on n'avait pas des capitalisations énormes, ce qui fait qu'il n'y avait pas des flottants non plus énormes. Donc en gros, si vous avez à un moment donné une grosse demande pour rentrer en bourse, mais vous n'avez pas non plus énormément d'actions, ben on se retrouve à aller sur les mêmes titres, les titres les plus qualitatifs, et donc forcément vous avez une demande qui est supérieure à l'offre de titres possible. Et quelque part, c'est ce qu'on a aussi actuellement. Vous avez des buybacks, vous avez des fusions-acquisitions. En gros, dès que le marché, si vous voulez, commence à dévaloriser un certain nombre de boîtes qui sont intéressantes, vous avez le private equity également qui n'hésite pas à acheter, à retirer ces boîtes-là de la bourse. Donc petit à petit, si vous voulez, on réduit l'offre de titres disponibles. Et pour autant, de l'autre côté, vous avez toujours une offre qui est pléthore. Alors peut-être que ça va commencer un petit peu à se résorber là, dès que vous avez un ralentissement économique, dès que vous avez la hausse des taux, etc., ça commence à se résorber. Donc c'est là où on va peut-être recommencer à revaloriser un petit peu mieux les boîtes, mais toujours est-il, actuellement, on est toujours dans ce phénomène-là où vous avez un déficit finalement d'offres par rapport à la demande, et qui plus est, vous avez encore moins de contrepartie parce que tout le monde, tous les portefeuilles, tous les gérants sont sur les 10 mêmes valeurs. La problématique de ça, si vous voulez, c'est que personne ne veut en général sortir en même temps, mais la problématique de ça, c'est qu'au fur et à mesure où vous réduisez la liquidité, tant que ça monte, personne ne voit le problème, si vous voulez. Puisque ça facilite la montée des titres également. Et donc, ils sont capables, même en engrangeant 30 milliards de contrats, d'avoir une capitalisation boursière qui augmente de 200 milliards. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de titres pour faire le décalage, parce qu'il n'y a pas de vendeurs, il n'y a personne qui veut vendre, il n'y a personne qui ose vendre globalement, donc vous avez un déficit de titres. En plus, les valeurs, plutôt que d'investir à nouveau dans le business, parce que ça ne sert à rien, rachètent leurs propres titres. Bref, on réduit l'offre de titres. Donc au fur et à mesure, si vous voulez, vous avez cette concentration qui se met en place. La problématique, c'est le jour où on commence à vouloir se dégager pour des raisons X ou Y. C'est ce qui peut accélérer des paniques, si vous voulez. C'est que là, vous avez le côté pile de la même pièce, si vous voulez, qu'on aura oublié, et qui peut déclencher de la volatilité à la baisse. Donc ça, la liquidité du marché, c'est quelque chose de très important. C'est pas forcément négatif ou positif, si vous voulez, c'est une question de perception du marché, mais si le marché se met à avoir peur, ça peut être négatif. Donc ça, c'est un autre graphique. Et donc, ce que Artemis nous dit, c'est qu'en gros, si on veut faire un portefeuille à la Ray Dalio, qui est un petit peu all-weather, 4 saisons, et qui va surperformer les marchés, et donc délivrer du 15% par an au lieu de 9% par an, bien sûr, c'est basé sur les 120 dernières années, et donc on se projette sur les 120 prochaines qui seraient équivalentes, il faut faire une pondération entre plusieurs classes d'actifs. Et ces classes d'actifs, donc, sur ce graphique, vous voyez, c'est un portefeuille qu'ils appellent le portefeuille du dragon. Et le but, en fait, c'est de traverser les âges, de traverser les temps, peu importe ce qu'il se passe et peu importe le nombre d'années. Ce qu'il faut, c'est conserver le portefeuille, bien entendu. Et ce que l'on constate, donc, c'est que ce portefeuille-là bat à plat de couture la plupart des autres stratégies, le 60-40, etc. Et on le voit, la dernière stratégie, si vous prenez les 120 dernières années, c'est d'acheter les baisses sur les actions. On voit que c'est une stratégie qui a super bien marché les 30 dernières années, globalement, mais en gros, avant cela, ça ne marchait pas du tout. Donc, c'est bien ce que j'essaye de vous faire dire, si vous voulez, c'est bien de faire attention à toutes les stratégies qu'on a l'impression qui marchent bien sur les 10, 15, 20 dernières années, et donc tout le monde en parle, bien faire attention que ces stratégies-là, historiquement, ne marchaient pas du tout. Et donc, elles marchent spécifiquement dans un élément, dans un environnement de marché. Tant que cet environnement de marché perdure, parfait. Mais personne ne sait dire quand est-ce que l'environnement change éventuellement. Donc ce qui m'intéresse pour moi, c'est donc de regarder un petit peu les différents points et de regarder ces pondérations de portefeuille. C'est 25% en actions, 22% en obligataire, que ce soit de l'entreprise ou du trésor. Alors après, il rentre un peu plus dans le détail, mais bon, je vous fais le truc un petit peu court. 20% de matières premières, on inclut de l'or dans ce côté matières premières. 17% en immobilier.
Et ensuite 16% en long volatilité. On joue de la volatilité du marché. Le but du jeu, en fait, ça vient en tant que hedge, en fait, c'est une protection. En gros, ça perd de l'argent, historiquement parlant, sur toute la période, mais vous avez des petites périodes qui peuvent durer quelques années, où vous avez une volatilité qui peut être à la hausse, hein, n'oubliez pas, c'est pas que de la volatilité à la baisse, vous avez de la volatilité qui peut être à la hausse, et donc qui va venir vous protéger en long sur l'augmentation de la volatilité. La volatilité, globalement, c'est le delta entre les longs et les longs et les shorts, si vous voulez. Donc c'est ça que vous devez bien accaparer, c'est que vous pouvez avoir de la volatilité sur des marchés en hausse qui partent en exponentiel, par exemple. Et donc ça vous permet voilà, d'aller chercher un petit peu de hedge. Donc on a ce portefeuille, 5 classes d'actifs, vous voyez, les pourcentages qui sont assez proches, mais ce n'est pas du 25, 25, 25, en gros, comme Ray Dalio. Et puis Ray Dalio, il n'a pas ce côté long volatilité qui vient absorber sur quelques années, en règle générale, la volatilité des marchés et donc permettre au marché d'avoir moins de drawdown, en gros, au portefeuille d'avoir moins de drawdown. Et donc on voit que statistiquement, sur les 120 dernières années, c'est top, ça marchait super bien ce portefeuille. Évidemment, au moment, ils ont fait l'étude un petit peu plus tard, donc ça c'est toujours pareil avec les backtests, on peut toujours trouver le bon pourcentage de trucs, de machin, qui fait qu'on a une performance hors norme, mais on ne sait absolument pas dire si cette performance supérieure va continuer dans le temps. C'est bien ça la problématique. Ce que l'on constate en tout cas, c'est que essentiellement, aller chercher des actions, des matières premières et de l'obligataire, c'est le meilleur combo, mis à part ce portefeuille Dragon, c'est le meilleur combo, sinon par ailleurs. Donc, si on continue, on a un premier graphique qui nous montre les marchés boursiers. Donc ça, c'est juste pour vous faire ressortir qu'il y a des périodes de 10 ou 15 ans où le marché boursier ne fait rien, ou baisse éventuellement, ou vous vous faites rogner par l'inflation votre pouvoir d'achat. Et puis, il y a des marchés boursiers qu'il ne vaut mieux pas louper, évidemment, dans la vie. Et après, on est bien né ou on n'est pas bien né, et on tombe bien ou on tombe pas bien, en fonction, évidemment, du temps. C'est pour ça que, voilà, il faut avoir l'humilité aussi. On est compétent, mais il faut avoir l'humilité de se dire des fois qu'on est tombé dans les meilleurs marchés. Moi, je suis le premier à le dire. Je pense que j'ai commencé au meilleur moment globalement, même si ce n'était pas les années 80, c'était quand même très intéressant. Et à partir de 2016, ça permettait d'avoir déjà pas mal d'années d'expérience, pas mal de capital pour profiter en fait des années exponentielles qui ont commencé à partir de 2016. Donc c'était globalement l'idéal. Commencer en 2016 sans expérience, si vous voulez, vous n'avez pas la capacité d'acquérir suffisamment d'expérience pour pouvoir profiter pleinement du marché. Et vous prenez éventuellement le Covid et 2022 également en mode panique et vous allez sucrer une bonne partie des gains. Donc ça, c'est important aussi de savoir, vous n'avez pas nécessairement besoin de commencer quand le marché commence véritablement à exploser. Alors, ce qui est bien en fait, c'est de commencer un petit peu avant, voire même dans des marchés qui sont un peu compliqués, correctifs, baissiers, parce que c'est ça qui vous permet de forger un petit peu toutes vos connaissances et d'arriver avec un petit pécule et suffisamment de connaissances, et donc de savoir reconnaître quand vous avez l'alignement des planètes. Ça, pour moi, voilà, c'est ce que je trouve a fait la différence. Et après, voilà, on est bien tombé, mais après, il faut bien entendu avoir la capacité d'utiliser à bon escient le moment où on arrive. L'immobilier, sinon, ce que l'on voit, c'est que mis à part la période où on a eu donc le boom des baby boomers, c'est essentiellement une classe d'actifs qui protège contre l'inflation. On le voit, c'est sur la décennie précédente, en fait, on voit que l'immobilier, globalement, garde bien sa valeur contre l'inflation. Il se pose la question qu'on en aura avec la démographie qui va baisser. C'est la question à 3 milliards, et avec les héritages également, donc tout ce qui va être distribué en maison, est-ce que ça sera vendu, etc. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est une question. Et ensuite, le long volatilité, vous voyez bien que ça perd de l'argent, mis à part sur des périodes de temps très spécifiques et en règle générale assez courtes, mais ça fait partie du hedge à ce moment-là. Et au niveau des matières premières, là aussi, il faut considérer que les matières premières, vous perdez de l'argent. En gros, ce que l'on voit, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu une demande supérieure de matières premières pendant les 100 dernières années, mais parce que les populations grandissantes, les technologies, tout ce que vous voulez, mais on a eu la capacité, si vous voulez, d'aller le trouver, d'aller puiser et de conserver les coûts plutôt bas. Or là, peut-être que la donne est en train de changer, parce que c'est de plus en plus dur de trouver, on a de la transition énergétique, on essaye de pousser, donc il y a des métaux, bref, c'est de plus en plus dur de finir par trouver, et c'est là où, au-delà de la créativité humaine, les lois physiques sont un petit peu notre plafond de verre, jusqu'au moment où on est capable de descendre une comète et de commencer à miner les comètes.
Et au niveau de l'or, là aussi, l'or, ce qui est important de reconnaître, c'est que donc vous avez des périodes qui sont surtout fast grâce à l'inflation, surtout fast aussi dans des périodes où on s'endette énormément, donc les dernières périodes. Donc ça aussi, c'est un actif qui protège, mais il ne faut pas omettre que quand ça va vraiment mal, le gouvernement est à une décision de vous obliger à mettre votre or en banque, de vous taxer, de vous le prendre. Bref, ça peut aussi devenir un vrai cauchemar de détenir de l'or. Il ne faut absolument pas oublier l'histoire qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, vous pouvez vous le faire confisquer ou ça peut être très compliqué de le conserver aux dépens parfois même de votre vie. Bref, c'est ça aussi, ces graphiques qui sont là pour ça, pour bien comprendre, si vous voulez, que c'est essentiellement, donc, depuis le délink du dollar avec l'or, que c'est vraiment devenu une classe d'actifs à part entière, parce qu'auparavant, c'était tout simplement réglementé, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc là aussi, voilà, l'or c'est un truc qui est vraiment pur, dans le sens où il n'y a pas de fondamentaux, donc on est en pure psychologie des foules, ça vaut ce que les gens sont prêts à payer, sont prêts à penser que ça vaut. Okay, si ça vaut 2000 $ aujourd'hui, c'est le même caillou, hein, ça peut valoir 100 $ dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est qu'une question de qu'est-ce qu'on pense que ça vaut. Donc c'est à partir de là. Et ensuite, l'or, si vous voulez, globalement, c'est fini comme truc, et on en a, pour tout l'or prévu dans l'histoire, marginalement, il y en a beaucoup, il y en a un petit peu qu'on n'a pas retrouvé, etc. Mais en gros, il est toujours disponible. Donc voilà, ça c'est important à connaître. Et ensuite, Artemis finit par nous mettre, si vous voulez, les performances de manière plus ciblée des différentes stratégies et des différents actifs sur des périodes prédéfinies, pour que l'on voit que, vous voyez bien sur le premier, que vous avez en bleu ici les actions, vous avez des périodes où les actions sont le pire actif à détenir. Vous avez des périodes récentes, sur les 30 dernières années, où c'était le meilleur actif à détenir et celui qui surperformait. Et vous avez des périodes, comme en stagnation, en stagflation, où, ma foi, en fait, ça permet de se protéger de l'inflation, mais ça ne vous apporte pas la surperformance. Ce qui a amené la surperformance à ce moment-là, c'était les matières premières, le pétrole, essentiellement, avec les chocs pétroliers, etc. Bref, ce que vous constatez, si vous voulez, c'est que il n'y a pas quelque chose qui va fonctionner tout le temps. Donc on est dans le besoin et dans l'importance de rester actif dans ces stratégies de placement. Et quand on sait qu'on a à peu près 30-40 ans d'investissement à privilégier, on sait qu'on va vivre 2 ou 3 périodes. Et la problématique que je vois, c'est que les 2 dernières périodes qu'on a vécues sont exceptionnellement longues. Et donc c'est ce qui a poussé, si vous voulez, à tous ces préceptes, toutes ces stratégies, tout ce qui fonctionne globalement. Ouais, mais ça a fonctionné pendant une politique, si vous voulez, de taux bas, pendant toute cette politique de baby boomer, etc. Qu'est-ce qui se passe? La population mondiale va continuer de croître, on va rester dans la même philosophie certainement en Asie qui va vouloir consommer à l'occidental. Les groupes sont de plus en plus internationaux, donc vont continuer à s'installer en Inde et compagnie pour profiter de cette manne. Mais globalement, voilà, ça pose quand même des questions à 10 ans, à 15 ans éventuellement sur des changements plus structurels à l'économie. Donc, je vous laisse en débattre dans les commentaires, je me ferai une joie d'en discuter avec vous parce que c'est pour moi ce que je trouve le plus passionnant. Et donc Artemis conclut, il conclut avec le risque ne peut pas être détruit, il ne peut jamais être détruit, il y a toujours du risque dans les investissements. Il peut être repoussé dans le temps, il peut être redistribué via différentes classes d'actifs, sous différentes formes, mais si vous recherchez un contrôle total de votre risque, vous en deviendrez l'esclave. Le contrôle total n'existe pas, il n'existe que le contrôle des probabilités. Et donc là, on en revient à l'approche moindre risque, qui est bien de toujours réfléchir au marché selon un espace de probabilité. Je ne sais pas ce qu'il fera demain, mais je sais que je me mets dans les meilleures probabilités, si vous voulez, de me mettre dans un sens du marché, d'aller chercher une classe d'actifs, parce que les flux sont avec moi, je me mets dans les probabilités. Et même si j'échoue, en fait, je ne me gamelle pas. Si je me mets en mode contrariant, je sais que je finirai peut-être par avoir raison, mais pendant une période plus ou moins longue, je vais avoir tort et ça va être contre-productif. Parce qu'au-delà de ma perte éventuelle, c'est surtout une perte d'opportunité de ce que je n'ai pas gagné en investissant là où il y avait les flux. Donc ça, c'est toujours une approche pour moi qui est la plus importante. C'est peu importe ce que je pense d'un point de vue macro,
Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que fait le marché, et non pas ce que j'aimerais ou ce que je voudrais que le marché fasse. C'est comme ça qu'on va chercher de la performance, pas en essayant de se dire le marché devrait faire ça, et donc je vais anticiper et je vais jouer ça. Ça fait partie des hypothèses de travail, ça fait partie des travaux que l'on fait pour être prêt. Au moment où on voit les alignements des planètes, on ne se pose pas 36 000 questions, on est déjà prêt à cette éventualité, mais jusqu'à ce moment-là, on est dans les probabilités du marché. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la base de cette étude Artemis vous aura permis de prendre le recul nécessaire, si vous voulez, de bien comprendre que tout ce que vous pouvez lire aujourd'hui est basé sur les 30 dernières années de succès. Et est-ce que tout cela n'est pas un biais du survivant, justement, parce qu'on a vécu les meilleures décennies boursières? Est-ce que ça peut encore durer pour la prochaine décennie, les 2 prochaines? Suivant l'âge que vous avez, c'est des questions fondamentales auxquelles il faut se préparer, qu'il faut se poser, mais à ne pas encore anticiper dans vos choix de placement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce en l'air, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à la partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!